On va naviguer jusque page 36-37, voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. 38-39, enfin les autres pages, vous voyez que les marges n'ont pas été modifiées sur les autres pages. Voilà. Donc forcément, on ne l'a fait que sur les pages 34 et 35. Alors pour que ça se modifie sur toutes les pages du document, il va falloir le faire sur le gabarit. On va aller tester ça. Le gabarit, vous entrez dedans. Peut-être pour voir que ça se modifie sur toutes les pages, ce serait intéressant de modifier la palette de pages pour qu'elle montre les pages en grand. On a aussi un système de fractionnement de la fenêtre qui permet de voir sur une moitié de fenêtre les pages, sur l'autre moitié le gabarit, mais dans un premier temps, je me dis que ce serait pas plus mal d'augmenter la taille des vignettes ici dans le menu de la palette de pages. Donc première chose, vous avez double-cliqué sur la page du gabarit, vous allez modifier donc le modèle de page qui est actuellement appliqué sur toutes les pages. Deuxièmement, dans le menu de la palette de pages, on va aller jusque la ligne Options de panneau. Et ici, à page, on va aller dans Géante. Voilà. Taille des pages géantes dans les options de panneau de la palette de pages. Et voilà. On les voit un peu mieux. Donc, on va aller dans Menu de la palette de pages, Marge et colonne. Case aperçu coché, chaîne cassée. On va, par exemple, modifier. Eh bien, tentons de modifier la marge de tête dans un premier temps. Marge de tête ici, avec la touche Shift pour aller plus vite. Là, derrière, vous devriez voir que la marge descend. Et normalement, sur les pages, vous devriez remarquer également que ça descend. Voilà. Alors, il y a du texte qui n'est pas visible actuellement, alors que normalement, il est là, réellement sur les pages, mais ça, c'est les vignettes. Quoi qu'il en soit, voilà, on voit que j'ai augmenté la marge de tête, la marge du dessus. D'ailleurs, il y a la lettrine qui est dans son propre bloc, qui n'est pas attachée au bloc, d'ailleurs, qui est restée en place, et c'est un peu bizarre. Il faudra la repositionner manuellement, celle-là. Techniquement, vous avez vu que ça fonctionne, sauf peut-être pour les pages 34 et 35 que nous avions été modifiées manuellement. Quand c'est modifié manuellement sur les pages, ça ne peut plus être modifié par le gabarit. Voilà ce qui se passe. OK. Donc j'ai mis finalement 40, ce qui est quand même énorme, mais enfin, comme ça, on voit bien. Et je vais aller double-cliquer sur les pages. Voilà, par exemple, cette page-ci, la 37, qui chez moi, la vignette ne montre pas bien. Il y a réellement quelque chose sur la page, on le voit. Donc là, je pense que vous voyez clairement que la marge du dessus a été baissée. Elle est passée de 12,7 à 40 mm. Par contre, sur les premières pages dont on avait été modifié manuellement les marges, rien n'a changé. Comme ça, vous voyez la logique. Toute modification faite sur une page ne peut plus être modifiée par le gabarit. En l'occurrence, on a modifié les marges sur les pages 34 et 35, en fait, oui, 34 et 35. Du coup, par le gabarit, ça n'a plus eu aucune influence sur ces pages. Donc, pour une raison X ou Y, on peut éventuellement, sur certaines pages du document, faire certaines marges
qui sont différentes de tout le reste du document. Alors, sur les pages 34 et 35, qui sont justement différentes de tout le document, je vais leur dire maintenant, au niveau des marges, les cocottes, non, vous allez être comme le reste. Et donc, c'est tout simple. Je prends la vignette du gabarit A et je la déplace sur la page. Et voilà. Je vais le faire sur la page de droite. Voilà. On réapplique le gabarit. Donc maintenant, par le gabarit, si je modifiais les marges, si je vais dans le gabarit en double-cliquant et que je modifie les marges, mais ces pages 34 et 35, les deux premières, seront modifiables normalement parce qu'elles sont synchronisées au niveau des marges avec le gabarit. Elles ont les mêmes marges. Donc menu, page, marge et colonne. Scan. Voilà, si je modifie, ça se voit, ça fonctionne. N'oubliez pas que pour créer un document qui a un côté haut de gamme, faire du blanc, du vide, c'est très bien. Là, j'ai mis 60 mm de tête, et voilà. OK, et quand je vais voir sur les pages, voilà. Donc ça a fonctionné chez tout le monde, sauf chez toi. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est demander dans le menu de la palette page, appliquer un gabarit aux pages. J'ai indiqué que j'applique le A et j'ai choisi toutes les pages. Bien sûr, j'aurais pu, à la place de toutes les pages, indiquer des champs de page 1 jusqu'à 7. Ah oui, non, ici, il n'y a pas la page 1. Ça aurait été 34 jusqu'à 36, par exemple, puis 39, et puis éventuellement d'autres pages, 41. Vous voyez, c'est la nomenclature, c'est comme ça. On en avait déjà parlé, je pense. Mais ici, ce que j'ai dû faire chez toi, c'est réappliquer le gabarit à toutes les pages. Par le menu de la palette page, appliquer le gabarit. Et ça a réglé le problème que, mais quand tu déplaçais manuellement le gabarit A sur la page, il ne voulait pas s'appliquer. Voilà. Oui, il aurait peut-être fallu tester aussi, appliquer le gabarit aux pages 34-35 par le menu. Mais bon, voilà. Finalement, ça marche. On va aller modifier un peu plus les marges. Par exemple, je voudrais que sur les pages de gauche, il y ait plus d'espace ici sur la droite parce qu'il y a la reliure et quand c'est un document épais, on essaye quand même peut-être d'éloigner un peu le texte de la reliure. Vous voyez, quand on a affaire à un livre épais, ça va empêcher de bien lire le texte qui est proche de la reliure si on a une marge trop petite. Donc je vais essayer que la marge euh, ici de droite sur la page de gauche soit plus grande. Et sur la page de droite, ce sera la marge de gauche. Sauf qu'on a un problème. Dans le gabarit, il n'y a qu'une seule page. Donc, je vous montre, ne le faites pas. Quand on fait un nouveau document et qu'on coche directement en page en vis-à-vis, on a d'office un gabarit double page. Mais nous, on a démarré d'un document simple page, et puis à un certain moment, on a décidé par le menu fichier format de document de cocher page en vis-à-vis. Donc on s'est retrouvé avec des pages de gauche et des pages de droite, mais le gabarit, lui, n'a pas suivi. Il est resté tel qu'il était quand on a créé un document simple page, recto. Donc pour que tout le monde comprenne bien, ce qui va être fait ici, c'est régler ceci, ces marges-là, pour éloigner le texte quelque part de la reliure.
Et alors, toute cette zone où il y a le texte, c'est ce qu'on appelle l'empagement. Et je vais vous montrer qu'il y a des méthodes pour calculer l'empagement. Il en existe plein. J'ai suivi personnellement une formation avec quelqu'un qui est assez connaisseur dans le domaine et la partie empagement, la conférence durait facilement 2 heures parce qu'on est passé en revue toutes les méthodes de calcul de l'empagement. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui sont moins sérieuses. Et je vous expliquerai pourquoi, d'ailleurs. Certaines méthodes ne sont pas sérieuses, pas scientifiques en tout cas, et sont malgré tout appliquées. C'est intéressant de savoir ça. Mais donc, revenons à notre document. On va faire en sorte que le gabarit soit à double page. Vous activez le gabarit dans la palette page. Donc, activer, ça veut dire le sélectionner. Hein. Il ne faut pas nécessairement rentrer dedans. Pas encore, en tout cas, mais si vous êtes entré dedans en double-cliquant, c'est bon aussi. Mais sinon, simplement indiquer à InDesign qu'on va modifier le gabarit comme ça. Puis, dans le menu de la palette page, vous allez jusqu'à la ligne Option de gabarit pour A gabarit. Et là, vous allez indiquer que le gabarit contient 2 pages. Voilà, 2. OK. Et vous avez un gabarit à 2 pages. Ben oui, quand on a un document avec des pages de gauche et de droite, c'est ce qu'il faut. Bien vu, il a ajouté une page, mais il n'y a pas la numérotation de page sur les pages de droite. C'est sur les pages de gauche, mais pas sur les pages de droite. Parce que maintenant, on a vraiment un gabarit avec page de gauche, page de droite. Il va falloir travailler à ça. Et en plus, vous voyez, les marges des pages de droite ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait réglées avant. Mais on va aller régler ça. Donc, vous pouvez éventuellement visualiser le document. Ah oui. Vous pouvez visualiser le document. Ici, il n'y a pas de problème. Mais donc, pour être clair, ce qu'on voit ici, c'est que les pages de droite, la page qui vient d'être ajoutée, n'est pas bien réglée comme la page de gauche. Par contre, le texte est à la bonne hauteur parce que on l'avait modifié avant. Ça, c'est le bloc. Le bloc n'a pas remonté. Il est à la bonne hauteur. On va quand même faire un truc propre. Alors, vous allez éventuellement double-cliquer sur le gabarit. Vous êtes sur la page de gauche seulement. C'est seulement celle-là qui est activée. Vous allez dans Menu, Page, Marge et Colonne, et vous regardez ce que vous avez comme réglage. Chez moi, c'est simple, c'est 60 et le reste, c'est 12,7. J'annule. Et je vais aller faire la même chose sur la page de droite. Donc, j'active la page de droite du gabarit. Menu Page, Marge et Colonne. Et je vais aller indiquer 60 ici. Je peux enfoncer la touche tabulation sur le clavier. Comme ça, je vois, je valide ce que je viens de taper là. C'est la touche tabulation sur le clavier. Ne faites pas comme les débutants qui, quand ils veulent voir ce qu'ils viennent d'encoder dans une boîte, ils cliquent systématiquement sur OK. Non, il suffit d'enfoncer la touche tabulation et ça passe en revue les différents réglages de la boîte de dialogue ici. Et ça valide. Et avec la case aperçu coché, vous voyez directement derrière ce que ça donne. Et voilà, on a les mêmes choses sur les 2 gabarits. Et sur les 2 pages du gabarit, c'est parfait. C'est nickel. Donc ça arrive parfois que vous devez transformer un gabarit simple page en un gabarit double page. Ben, vous avez vu la méthode. Sélectionnez le gabarit simple page et allez dans le menu de la palette page jusque Option de gabarit et indiquez 2 à la place de 1 page. On va aller modifier le gabarit. Alors, vous pouvez tenter ceci, vous activez simplement, clic, majuscule, clic, vous activez les 2 pages, mais vous êtes en train de visualiser les pages du document. C'est pas un problème.
et on va les modifier les marges, menu page, marge et colonne. Et on va les faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est-à-dire la marge, les marges ici vont être plus grandes. C'est un choix, il y a beaucoup de possibilités au niveau des empagements. Et donc, vous allez modifier la valeur de petit fond. Et vous voyez que vous êtes en train de régler justement ça. Case aperçu coché, bien sûr. Bien sûr, les 2 pages du gabarit activées. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être rentré dans le gabarit pour voir le gabarit et malgré tout arriver à le modifier. Donc ça, c'est pratique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un système qui s'appelait le fractionnement de fenêtre, qui permettait de voir d'un côté de la fenêtre le gabarit, de l'autre côté les pages. On ne l'a pas mis en place parce que c'est un peu compliqué quand on est débutant, mais ceci peut aider aussi. Voilà, et peut-être la marge de pied, je vais augmenter aussi. Donc, pour ceux qui se posent la question, le grand fond, vous pouvez y toucher aussi. Le grand fond, c'est les marges extérieures. Voilà. Ah tiens, je vais remonter un peu ici. Voilà. OK. C'est vrai que Ah, il va falloir faire des ajustements. Les blocs, c'est ça que tu allais dire. Les blocs ne collent pas aux marges sur les pages de droite. la pagination, l'image de la pagination, elle se défend. Ah oui, 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 la pagination, ça, elle s'est pas déformée, elle s'est recadrée parce qu'on a ajusté la mise en page à un certain moment. Oui, les blocs, s'ajustent. Il va falloir en effet la pagination, on va retravailler sur elle, en fait, hein. Et si on avait fait vraiment un boulot extraordinaire là-dessus, on ira ouvrir une ancienne version du document, où elle était bonne, et copier-coller dans ce document-ci, hein, plutôt que d'essayer de réparer ça. Il faut un peu d'où l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous des noms différents. Voilà, oui, donc sur les différentes pages ici, j'ai les blocs qui, suite à nos petits, heu, tests là, ne collent plus nécessairement au-dessus de la marge de la page de droite, donc il va falloir aller corriger ça. OK, tiens, celui-ci, je vais le remettre en place. Ah, mais ça ne correspond plus au paragraphe. Le paragraphe ne commence pas par un mot avec un R, mais c'est pas grave. On va régler ça plus tard. Bon, bah, il suffirait que je fasse ça, que je sélectionne le premier caractère là. Voilà, du mot penser et que ici, j'aille mettre un P. Bon, des petits réglages, quoi. C'est quand même mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être, plus agréable à lire, ça fait tout de suite plus, haut de gamme, quand il y a de l'espace, plus d'espace. Alors, je vous montre. Je vous montre ceci. J'ai tapé empagement. L'empagement, c'est la zone de texte, sur la page et ça vous montre différentes méthodes de calcul de l'empagement. Une des plus connues, c'est celle-ci.
Ouais, celle-là. Et vous avez ici, ça vient d'un site. Ça, non. Voilà. Donc sur ce site dont je vous affiche rapidement ici le QR code, mais vous avez vu le site, son adresse, les différentes méthodes d'empagement, le canon des ateliers, les méthodes par division géométrique, ben voilà, c'est la méthode que voilà qu'on vient de voir. Et c'est on a la division par 6 ici, division par 9 ici, par 12. Enfin voilà, c'est donc ça le nom de la méthode. Et il y a beaucoup plus à dire sur les méthodes d'empagement. Il y en a plein d'autres qui viennent aussi du temps des rois de France, etc. Donc c'est très historique, ça remonte quand même à loin. Donc, comme vous voyez, il faut tracer des diagonales, des perpendiculaires au bord de la page qui vont jusqu'au croisement des diagonales, etc. Honnêtement, l'empagement, vous pouvez le choisir un peu comme on a fait, à l'œil. C'est vous qui choisissez. Vous allez constater peut-être, si vous approfondissez les techniques de mise en page, si vous allez plus loin, vous allez remarquer qu'on vous parle parfois du nombre d'or et de choses comme ça, la suite de Fibonacci, des choses comme ça. En réalité, c'est pas scientifique du tout. Et ça peut servir deux choses. Ça a deux intérêts de suivre des méthodes comme celle-ci, par exemple. Premièrement, vous ne vous posez pas de questions. Vous suivez la méthode et vous obtenez un résultat et vous l'utilisez. Donc, si vous êtes du genre à vous poser pendant 3 heures une question, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Ce genre de méthode ici va résoudre votre problème. Si vous êtes du genre indécis et anxieux d'avoir fait le bon choix. Donc, ça règle le problème. Deuxièmement, par rapport à un client qui va vous dire: «Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un peu plus de marge à gauche?» Vous lui sortez la méthode. Mais non, nous avons suivi la méthode, une méthode sérieuse. La voilà, ça se fait, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, vous coupez court au client qui a tendance toujours à vouloir mettre son petit grain pour être créatif. Donc, ce que je viens de vous dire, tout le monde ne vous le dira pas. Et des gens vont vous dire: «Oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est pour obtenir le bon résultat, le bon empagement, il faut faire comme ça». Moi, je vous ai dit ce que je pense être la vérité. C'est pour les gens indécis, c'est utile, ce genre de méthode, et ça n'est pas que pour l'empagement, vous en avez pour d'autres choses, hein, par exemple, pour les titres et les de premier niveau, de deuxième niveau, etc., on peut appliquer la méthode du nombre d'or. Vous avez la même chose en web. Vous avez des générateurs de niveaux de titres pour le web qui sont basés notamment sur le nombre d'or ou sur la gamme musicale aussi. Voilà. C'est aussi un peu du n'importe quoi, du pas scientifique, mais ça aide, quoi. Donc, le nombre d'or avec ces méthodes de calcul et le nombre d'or, il est là. Voilà, et c'est ça que je vous dis. Par exemple, on peut prendre un titre et faire les sous-titres. Donc, un titre de premier niveau, faire les titres de second niveau avec ce rapport-là. 161%,80. Pourquoi pas? Et on peut sauter certains niveaux, je vais vous montrer après. La suite de Fibonacci, la voilà. C'est encore autre chose. Il y a Type Scale. Voilà, c'est ça. Pour le web notamment, merci.
Il y a différentes choses qui existent pour le web. Je vais le montrer après. Tu m'as rappelé le nom. Sinon, j'aurais dû faire une recherche parce que je ne me souvenais plus là à brûle pour point. Ceci, vous devez certainement avoir déjà vu. Donc, la spirale de Fibonacci, ça vous dit quelque chose, certainement ça. Vous avez certainement déjà vu. On l'utilise pour pour positionner des éléments dans une mise en page ou dans une peinture. Et alors, il y en a qui disent, enfin, c'est pas qu'il y en a qui disent, c'est que ça se vérifie, que dans la nature, on la retrouve, en fait, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est une bonne chose d'utiliser pour faire ces mises en page la suite de Fibonacci parce que c'est naturel, c'est inscrit en nous, ces proportions. Et donc, quand on voit une mise en page qui est basée sur ces proportions, on est tout heureux. Alors, pour le web, tu m'as cité Typescale, voilà, Oui, tout oui. Typescale, avec, ben voilà, justement, on a les gammes, Les ratios. les ratios, oui. Oui, c'est en rapport avec la musique et les différents rapports de fréquence. Alors, est-ce qu'il y a ici possibilité de choisir oui, le golden ratio est là, le nombre d'or, voilà, c'est ce que je disais. Donc, vous avez le nombre d'or ici, avec les différents titres. On part d'un titre à 17,942 EM. Et puis, le suivant, c'est... Non, la proportion 1,618, donc le nombre d'or. Donc lui, il est à 11,089. Le suivant est à 6,854. Et ce que je vous disais, c'est que quand vous générez comme ça une gamme de taille, vous pouvez utiliser celle-là et puis ne pas utiliser la suivante, mais utiliser plutôt la suivante avec donc celle de 6,854 avec celle de 17,942. C'est tout à fait possible. Donc, c'est des générateurs de style pour quand on commence un site web. Voilà, ça peut vous générer les CSS avec les différentes tailles pour les différentes parties du site. Chose que vous pourriez faire par vous-même à l'œil.